Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être compliquée parce que les sujets que j'aborde maintenant avec l'actualité en cours, c'est des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos depuis des années. En fait, je ne fais que me répéter, si ce n'est réactualiser par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Je pourrais te parler de l'immigration. Grand sujet en ce moment, aussi bien en Europe, en France qu'ici aux États-Unis. Sujet saisi par le camp du bien, le camp humaniste, le camp solidaire, qui limite, si on l'écoute et si on le laisse faire, laisserait entrer toute la misère du monde dans nos pays. Or, si on fait des lois pour cadrer l'accueil, cadrer l'acceptation, cadrer la venue d'étrangers dans un pays, et je sais de quoi je parle parce que je suis un étranger ici aux États-Unis, si on fait des règles, c'est justement, il y a une raison. Il y a une raison économique, il y a une raison sociale, il y a une raison culturelle. Sinon, on se retrouvera toujours avec les mêmes problèmes qu'on a connus il y a plusieurs siècles. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez une submersion locale, régionale, nationale, d'un type d'individu qui représente non pas une culture, une mœurs, une société, mais un antagonisme ou un différend, une dissociation, et qui à un moment donné finit par prendre le dessus sur le peuple autochtone. Alors évidemment, certains vont dire, oui, vous parlez du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une théorie. Mais attention, pareil, là aussi, grand remplacement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Est-ce que quelque part, je ne vis pas dans un pays qui s'est construit sur le principe d'un grand remplacement ? Si vous connaissez un peu votre histoire, quand même. Tout comme d'ailleurs les pays d'Amérique latine, où dans certains pays, il existe encore une certaine proportion de peuples ou de représentants des peuples autochtones qui subissent le racisme, la discrimination par ceux qu'on appelle pas les mixtes, mais les métis. Métis ou origine hispanique. Ah oui. Si vous allez en Bolivie, par exemple, les Boliviens, vous avez les Boliviens qui sont les descendants soit des conquêtes espagnoles, soit des métis, c'est-à-dire de la créolisation. Et vous avez les peuples autochtones qui aujourd'hui deviennent de plus en plus minoritaires et sont de plus en plus écartés de l'institution. Alors évidemment, de temps en temps, on les protège parce que ça fait bien. Ce sont les natifs. Les natifs, c'est bien pour le tourisme. C'est bien pour la respectabilité des peuples originaux, comme aux États-Unis avec les natifs américains qu'on appelle plus vulgairement les Indiens, à défaut d'ailleurs, puisque je rappelle, le terme indien sur lequel aujourd'hui on utilise le terme d'Amérique, pour ne pas confondre avec les Indiens d'Inde, merci Christophe Colomb. Donc si vous voulez, surtout en ce moment aux États-Unis, avec la politique de Donald Trump qui a décidé de lutter contre l'immigration illégale, ma question, souvent que je pose d'ailleurs à tous ces neuneux, je dis mais est-ce qu'il en a le droit ou pas ? Est-ce que c'est dans son rôle ou pas ? Voilà, évidemment, vous en avez 99,9% qui vous disent oui, mais c'est parce que c'est un raciste. Ah,
le fait de vouloir lutter contre l'immigration illégale, c'est être raciste. Waouh! Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, de plus en plus, vous avez des gens qui sont un petit peu fragiles du haut, qui ont de plus en plus parole pour justifier, pour critiquer, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils font la promotion de quelque chose qui n'est pas légal. Et que forcément, alors, aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que la plus grande forte proportion d'émigration illégale vient de pays hispaniques, mais de culture chrétienne. Donc, même s'ils ont leur propre code, leur propre tradition, etc., ça n'en reste pas moins des gens qui sont les descendants de culture européenne, tout comme les Américains. En revanche, si vous allez dans le Michigan, et là, j'ai envie de dire, ça c'est un truc qui est à suivre actuellement à New York avec ce fameux candidat démocrate qui, là il a mis un petit peu d'eau dans son vin parce qu'il s'est rendu compte que ça passait pas trop auprès d'un électorat qui pourrait être considéré comme un électorat acquis, parce qu'un électorat progressiste, mais cet électorat progressiste, il y en a une grande partie, c'est de l'électorat progressiste plutôt bourgeois, plutôt libéral, plutôt capitaliste. Donc si le mec il se ramène avec des idées, des projets qui sont plutôt des projets, là par conséquent de gauche, voire collectivistes, voire communistes, c'est clair que le mec il a aucune chance de passer. Donc là il commence un petit peu à mettre de l'eau dans son vin. Ben oui, aux États-Unis, il n'y a que le poste de président et je crois de vice-président où là vous êtes obligé d'être un natif américain. Mais pour des postes de député, de sénateur, de maire, de gouverneur, vous pouvez très bien être juste un naturalisé de plus de 5 ans. Arnold Schwarzenegger, c'est un Autrichien à la base. Naturalisé en 86-88, il a été gouverneur de Californie. Donc ce candidat démocrate d'origine pakistanaise, je crois, a parfaitement le droit, et c'est, j'ai envie de dire, à condition évidemment, c'est qu'on soit à l'image de ce qu'on attend d'un Américain. C'est-à-dire que si vous avez un candidat comme ce qui se passe dans le Michigan avec, je ne sais plus le nom de ce bled qui se trouve au nord-ouest de Détroit, Northburn, quelque chose comme ça, qui est un très bel exemple. C'est un comté avec la plus forte communauté musulmane. Il y a eu des élections municipales, paf, le maire est musulman. Le conseil municipal, majorité musulmane. Eh bien, ce petit comté, aujourd'hui, est en train tout simplement d'adopter, de mettre en place des lois qui correspondent à la culture musulmane et non pas à la culture américaine. D'où la raison pour laquelle, dans cet endroit, vous avez des communautarismes LGBTQ+, qui sont en train de se battre contre eux. Parce qu'évidemment, ces gens-là ont interdit le drapeau des fiertés, le drapeau LGBTQ+, pendant le mois des fiertés au mois de juin. Ils ont interdit tous les livres qui vendent ou qui même enseignent la sexualité dans les écoles. Alors c'est très marginal à l'échelle des États-Unis, mais quand même, je vous le donne en mille. Ces gens sont soutenus par qui ? Ils sont soutenus par des républicains. Républicains religieux. Il est évident que les républicains religieux, catholiques, chrétiens, galvinistes, évangélistes, qui
fricote avec des musulmans plutôt rigoristes, il y a un antagonisme quelque part. Donc c'est un opportunisme politique évident, flagrant. Donc c'est ça le danger, c'est qu'en France, vous avez déjà des opportunismes et des clientélismes politiques, idéologiques, qui vont à l'encontre même des principes et des valeurs fondamentales de la République. Vous avez eu cette manif là pour en mémoire de Naël, où il y a eu que 80 personnes, je crois. Le maire de Nanterre, je vais installer une plaque en la mémoire de Naël. Alors dans votre tête, vous dites, ok, le mec, il essaie de caresser dans le sens du poil la communauté étrangère de sa ville. Bon, sauf que le problème, c'est qu'à Nanterre, la population étrangère ou d'origine française représente 26% de la population. Et dans les 26%, seuls 20% sont français. C'est à peu près 92 000 ou 95 000 personnes à Nanterre. Donc qu'on me dise que c'est par électoralisme, j'entends bien. Mais c'est pour autre chose. Le mec, il fait ça pourquoi ? Parce que certainement qu'il essaye d'acheter la paix sociale. Il essaye d'acheter la capacité d'éviter que dans Nanterre, du jour au lendemain, ça redevienne une guérilla urbaine. Donc au final, c'est pas seulement par rapport à l'électorat étranger qu'il fait ça, mais c'est pour acheter la paix sociale. Ce qui est ridicule parce que, en règle générale, avec les troubles faits, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de traité. Tu peux leur demander de te promettre de ne pas foutre le bordel, le lendemain, ils foutent le bordel. C'est pas des gens de confiance. Donc aux États-Unis, oui, je suis désolé. Alors j'entends bien les pertes qu'il peut y avoir aujourd'hui pour certaines entreprises, pour certains secteurs économiques, mais encore une fois, ces secteurs économiques, ils sont en train de chouiner parce que ils ont perdu une part de leurs employés. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi ils étaient illégaux ? Pourquoi ils travaillaient chez vous ? Alors certes, peut-être que vous les payez au taux horaire normal, mais ne me dites pas que vous profitiez quand même pas du fait qu'ils étaient illégaux pour ne pas augmenter leur salaire ou leur demander de travailler un peu plus que les autres. Bref, de les exploiter. Si vous voulez, c'est un peu là d'ailleurs le problème. Apparemment, il y a pas mal de professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, sur les lieux touristiques qui sont en train de pleurer parce que ils trouvent plus de saisonniers. Si vous trouvez plus de saisonniers, il y a peut-être une raison. Parce que de dire que c'est parce que les jeunes ne veulent plus travailler, non, c'est pas parce que les jeunes ne veulent pas travailler. C'est parce que quand vous voyez les annonces, que vous demandez aux jeunes de travailler presque 40 à 43 heures, parce que les conventions collectives dans le secteur le permettent, de les payer 1200 ou 1600 euros net par mois, c'est-à-dire presque 12 euros de l'heure, hors taxe, brut. Je rappelle que le SMIC, c'est 11 euros, brut. Et parfois, loger dans des conditions un peu précaires, voire même pas loger du tout, c'est-à-dire genre démerde-toi, comme ils ont fait à Paris avec les Jeux Olympiques, vous savez, tous les bénévoles. Tu peux venir sur Paris, t'es bénévole, ouais, génial. Par contre, pour te loger, tu te démerdes, pour te déplacer, tu te démerdes, à tes frais. Mais qui fait ça ? Qui fait ça si ce n'est un concept ultra-libéral qui profite de la misère, qui profite des besoins des gens pour les exploiter.
Sauf que là, les saisonniers aujourd'hui, les saisonniers se disent je préfère rester chez moi en vacances, payer au chômage, que d'aller bosser. Puisque si c'est juste pour 1 ou 2 euros de plus, autant que je reste chez moi. Puis au moins, je m'userai moins la santé à bosser pour des patrons qui n'embauchent pas suffisamment d'employés, te demandent de faire des miracles. Alors j'entends bien aussi de l'autre côté qu'il y a aussi des difficultés maintenant à trouver des gens qui soient compétents, qui soient bosseurs. Ça aussi, hein. Nous aussi aux États-Unis, hein, on est confrontés au même problème. Hein. Je vais même vous donner une petite anecdote. Je vais même vous confier un petit secret. Mon manager, avec qui je m'entends très bien, m'a confié que il y a un petit mot d'ordre en ce moment dans l'entreprise qui tourne. Alors il n'y a rien d'écrit, c'est pas officiel, c'est très officieux. C'est même sous-entendu. De telle manière à ce que personne vienne dire oui, ça a été donné, c'est un ordre qui a été donné, c'est une recommandation qui a été... Non. C'est de bouche à oreille, mais en sous-entendu. Évitez au maximum de prendre des Afro-Américains. Trop de problèmes. Trop de problèmes de gens qui ne bossent pas, qui ont le poil dans la main, qui ne viennent pas bosser, qui bossent mais à leur rythme, à leur allure, et que si tu leur dis quelque chose, malheureusement, hein, comme en France, hein, t'es raciste, t'es d'extrême droite. Le coup près il tombe. Hein. C'est que maintenant, les managers savent que s'ils ont des candidatures pour certains postes, ils vont préférer prendre des blancs ou des hispaniques. Ou des étrangers. Là par exemple, nous on a une gamine là, qui est tout à fait sympathique, ukrainienne. Alors ukrainienne, russe, qui est russophone et qui a quitté l'Ukraine, pour les raisons évidentes que vous imaginez. Hein, ça existe, hein. Oui, c'est une réalité. Tiens d'ailleurs, pour l'Ukraine, je trouve étrange que le monde, vous savez, le truc est l'organisme de presse très aligné, financé par Bill Gates Foundation, et ils ont fait une vidéo, dit-on récemment, où ils nous expliquent que oui, alors dans l'armée ukrainienne, puis dans la société ukrainienne, oui, il y a des néo-nazis. C'est un problème. Alors ils sont minoritaires, hein, ouais, mais ils existent. Ils vont dire quoi là, les gens qui disaient non, c'est pas vrai, c'est des idées complotistes, c'est des fake news du Kremlin, etc. Le Monde, c'est pas CNews, c'est pas Frontières, c'est pas Boulevard Voltaire, c'est qui ont fait ça. Non, c'est Le Monde. Le Monde qui t'explique que oui, il y a quand même un problème d'idéologie néo-nazie en Ukraine. Oh merde alors. Là pareil, un mec j'ai vu sur internet, sur un réseau social, aux États-Unis, ils vont déclasser les Warhawks. Les Warhawks, c'est les C-10. Les AC-10, c'est des avions, vous savez, avec des gros réacteurs sur l'arrière et avec des Gatlinburg qui sont des avions assez maniables et qui sont souvent utilisés pour détruire des chars. Le problème de ces avions, c'est que c'est des avions qui coûtent très très cher à l'entretien, et puis surtout les systèmes d'armement, ça coûte la peau du cul. Donc ces avions vont être retirés parce que maintenant avec les technologies des drones, c'est des avions qui n'ont plus trop d'utilité. Et il y en a un, alors ils ont 160 ou 250, je ne sais plus, 169 je crois.
169 avions qui vont être déclassifiés. Et ben le mec, oui, pourquoi vous les déclassifiez? Pourquoi vous ne les envoyez pas aux Ukrainiens qui en ont besoin? Et ben je lui ai répondu au connard. Je lui ai dit, ben tout simplement, connard. Parce que, c'est des avions qui coûtent très cher. Donc qui va les entretenir en Ukraine? Et puis l'armement, qui va payer l'armement? Les Ukrainiens? Déjà, ils n'ont plus de pognon. Donc, en fait, tu sous-entends qu'il faudrait qu'on envoie ces avions-là, qu'on les donne. On ne va pas faire payer l'Ukraine, on va les donner. On est généreux aux États-Unis, c'est connu. Mais pour les entretenir, pour les équiper, les armer, etc., qui va payer? Le contribuable américain? Tout comme tout ce qu'on envoie en chars, en munitions, qui paye les chars Hercule, par exemple. Les obus, qui les paye? Les Ukrainiens? Bah non, c'est vous. C'est vous qui payez le matériel utilisé par les Ukrainiens. Quand ils achètent 1 million de drones, alors même si les drones c'est moins cher, mais 1 million de drones, qui paye? Ce sont les Ukrainiens? Ben non, c'est vous. Alors c'est vous, indirectement, puisque c'est pas de l'argent qu'on donne à l'Ukraine, c'est de l'argent qu'on emprunte pour ensuite, une partie, acheter le matériel qu'on envoie en Ukraine, et puis l'autre partie est envoyée en Ukraine. Zelensky s'en met 10% dans la poche, les oligarques ils en mettent 20% dans la poche, et au final, après tu as Zelensky qui vient pleurer parce qu'il n'a reçu que la moitié de l'argent. Forcément, la moitié de l'autre argent, c'est toi qui te l'as mis dans la poche avec tes potes oligarques. Donc, oui, ça part un petit peu, pas un peu en couille tout ça, mais encore une fois, c'est des sujets que j'ai abordés déjà dans des multiples vidéos, etc. Donc ça ne fait que suivre l'évolution de la chose. Donc je ne fais que réactualiser l'actualité, et au final, on en est toujours au même résultat. On s'enfonce. On s'enfonce dans un marasme, on s'enfonce dans des investissements, dans des dépenses, dans des dettes. Ça, les dettes, ça y va. Ça s'enfonce. C'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique qu'il y a un moment donné où, en effet, en France, on dit oui, ça y est, il commence à y avoir des gens qui commencent à prendre l'esprit révolutionnaire. Oui, j'attends de voir. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Suivez l'actualité. Ne vous faites pas avoir par les médias mainstream qui vous racontent des carabistouilles. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bougez au pied du mieux.